What is this? And that is my life. Nothing, nobody can stop me from making that happen. And right there, that would be you. Did you cut these out from magazines and... Yeah, newspapers, whatever. Why do you have all of these dead people? Inside, you are on ice from time. You can't even die right, you know. And here, people grow. They get old, they die, children come after. Just a cycle, you know. I don't know. Yes, you do. You do. You don't know from one day to the next whether you're going to be killed, go home, or get busted. Look, I have run out of time. I have lost it all. And so I can't work fast enough to catch up, and I can't run fast enough to catch up, and the only thing that catches me up is doing my magic act. But it ends, you know? It will end. When I got this, right there, it ends, it's over. And so I'm just asking you to be with me. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. You know who I am? I don't want to know who you are. According to you, I'm a sexual pervert. An animal, you said. You know who I am now? Yes. Do you feel privileged? I'm very scared. Open your eyes. Mr. Lanz, you're a reporter. Your job is to report, that's why you're here. And if you don't open your eyes, I'll staple your eyelids to your forehead. Well, here I am. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui avec nous monsieur Jean-Baptiste Thorey. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. À l'occasion cette fois-ci de la sortie chez Flammarion de ton livre tant attendu Michael Mann, Mirage du contemporain. Tant attendu, et je vais tout de suite rentrer dans mon introduction si vous le permettez. En rappelant deux petites anecdotes, celles dont je te parlais, Jean-Baptiste, avant qu'on fasse cette émission, et je rappelle d'ailleurs au passage qu'on a fait une rencontre précédemment à la librairie Le Fayère, qui sera disponible, hein, bien évidemment, aussi sur le site de Canal B. Et donc je te rappelais avant cette émission qu'il y a une quinzaine d'années, tu étais déjà venu à Rennes pour parler de Michael Mann. C'était à l'occasion du festival Travelling Une ville la nuit.
On avait pu voir 2 films, c'était juste après la sortie de Miami Vice. Une conférence dantesque de 2 heures où tu avais été chassé de scène puisque c'était trop long et qu'il fallait faire autre chose dans cette salle. C'était merveilleux et déjà, du coup, à l'époque, on sentait bien qu'on attendait évidemment un travail écrit à ce sujet. Et quelques années avant, 1 ou 2 ans avant, tu étais déjà venu à Rennes en fait. C'était à la sortie, tout de suite, je crois, juste après la sortie du livre Le cinéma américain des années 70, et le cinéma Le Tambour de l'université t'avait proposé une carte blanche sur le cinéma américain des années 70, et t'avais laissé le choix entre 3 films. Il fallait que tu choisisses 3 films des années 70 pour justement promouvoir un petit peu ton ouvrage. Ce qui a été pour moi la découverte, notamment la redécouverte en tout cas de Alfredo Garcia de Peckinpah, ce qui était exceptionnel de voir ça en pellicule sur grand écran. Il y avait eu le John McCabe de Altman, et puis parmi ces films des années 70, paf, tu avais mis Hit de Michael Mann, en le présentant justement comme un film des années 70. Ce qui a été pour moi encore... Petit provocateur. Tu te dis, tiens, t'as quand même le choix, ça a dû être difficile de choisir parmi tous ces films des années 70 que t'as envie de faire découvrir, surtout c'est en 2006, voilà, il y avait quand même matière, ça a dû être très difficile, et tu as choisi de présenter Hit en l'incluant, justement, tu parlais déjà à l'époque, pour moi c'était aussi un petit peu une découverte, de cette histoire des formes, non pas de chronologie. Ce film était pour toi un film des années 70, Michael Mann était le dernier héritier de ce cinéma que tu aimais tant. Et j'aurais aimé, même si ça a déjà été un petit peu abordé dans la rencontre qu'on a pu faire tout à l'heure, que tu reviennes justement sur ce paradoxe, à savoir ce cinéaste qui est à la fois le cinéaste le plus contemporain, justement, et pour ça me paraît une très bonne introduction par rapport au sous-titre de ton ouvrage, mais en même temps de l'inclure justement dans cet écosystème de ce cinéma américain des années 70. D'abord merci pour l'invitation, je suis content de vous retrouver même si c'est un peu obligatoire. Non, mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que le rapport, pour revenir sur ce que tu disais sur la question histoire des formes, histoire chronologique, je ne vais pas répéter ça, mais ce qui m'intéresse moi, c'est le rapport aux années 70, par exemple. C'est quelque chose qui est obsédant pour beaucoup de gens et pas que pour moi. C'est pas qu'une sorte d'idiosyncrasie personnelle ou obsessionnelle ou pathologique. Je pense que les années 70, quoi qu'on en pense, ont été pour beaucoup de cinéastes des années 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui quelque chose de pesant. Alors soit qu'on le fantasme comme un âge d'or finalement auquel on ne reviendra jamais, soit qu'on le fantasme comme le dernier âge d'or du cinéma alors que le cinéma n'est plus ou est mort, soit qu'on le fantasme comme une espèce de dernière frontière, d'une certaine manière, qu'on n'atteindrait jamais. Mais donc le rapport aux années 70, il a informé une large part du cinéma américain depuis, on pourrait dire, le milieu des années 80. Parce qu'au début des années 80, il y a encore, pour des raisons de production, d'âge, des films des années 70 qui sortent un peu à contre-temps. Mais quand on regarde, je sais pas, Cutter's Way, on parlait du Solitaire, American Gigolo, qui lui prend déjà un peu les années 80, Driver de Walter Hill. Au début des années 80, il y a encore quelques queues de comète des 70s qui sortent dans le cinéma américain. Et puis après, il y a une génération qui a 10, 15 ans de moins que tous ces cinéastes des années 70, dont fait partie Michael Mann, né en 43, je le rappelle. Il y a une génération qui évidemment n'a pas connu les années 70, mais qui a vu les films des années 70 en tant que jeune cinéphile et donc qui se met à les fantasmer. C'est pas une période qu'on aurait voulu prolonger parce qu'on l'a connue. C'est une période qu'on n'a pas connue et donc qu'on fantasme avec cette part, mais non, on pourrait dire à la fois de fantasme, d'idéalisation, de romantisation de quelque chose qu'on n'a pas connu. Et ça, dans les années 90, je pense qu'il y a 2 ou 3 cinéastes. Je pense à un cinéaste comme James Gray, par exemple, ou Wes Anderson. James Gray, obsédé par Michael Cimino, par moment par William Friedkin. Wes Anderson, obsédé par Al Ashby ou Mike Nichols. Wes Anderson sort des films de Al Ashby et du lauréat de Mike Nichols, et James Gray sortant de la cuisse du cinéma de Michael Cimino ou de Francis Ford Coppola. Mais ce qui est intéressant avec ces 2 cinéastes qui ont donc un rapport avec les années 70, c'est d'une certaine manière, ils n'ont pas connu cette décennie, donc ils traitent les années 70 presque comme une sorte de bulle un peu fantasmée. Limite maniériste, quoi. Oui, je sais pas si c'est du maniérisme parce que j'ai pas le sentiment qu'ils veulent vraiment reprendre la main par rapport aux grands cinéastes maniéristes des années 70. Ils veulent plutôt remettre leurs pas, mais 20 ans après. Donc qu'est-ce que ça veut dire, remettre ses pas dans les années 70, 20 ans après, dans une décennie qui pour eux a fondé leur cinéphilie et presque leur imaginaire. C'est de ça qu'ils sont partis, vouloir prolonger l'aventure de Coppola, de Scorsese, de Cimino, etc., etc. Donc ça, c'est un autre type de rapport aux années 70. Après, il y a le rapport extrêmement récent, par
exemple, qui serait le rapport de Tarantino dans tous ses films jusqu'à Once Upon a Time in Hollywood, où là, il est enfant, jeune enfant à ce moment-là, et donc lui, il décide de remettre, on pourrait presque dire, en route la machine des années 70, comme s'il s'agissait d'y vivre éternellement. Hein. Et donc c'est vraiment là, presque le fait de se réfugier à l'intérieur d'une bulle, avec ce sentiment que quelque chose là s'est définitivement perdu et qu'on ne retrouvera jamais. Once Upon a Time in Hollywood est un film terrible pour cette raison, c'est que en plus l'histoire arrivant, et ça a été un âge d'or, ça a été une vallée verte, comme dirait John Ford, et cette vallée verte, elle aurait pu continuer si un accident de l'histoire l'avait pas interrompu. Bon, dans le cas de Michael Mann, j'y arrive enfin, lui, la différence par rapport à toute cette génération-là, c'est qu'il a vécu les années 70. Autrement dit, il a été privé d'une période en tant que cinéaste qu'il a connue en tant qu'Américain, en tant que citoyen américain. Donc, quand il se met à faire des films, lui, il fait ses films des années 70, dans les années 80-90. Autrement dit, cette histoire des formes, cette histoire chronologique, pour lui, elle est excessivement naturelle, puisqu'il va pouvoir faire ses premiers films dans les années 80-90, pas en se disant « je vais faire les années 70 », mais il est ce qu'il est, Michael Mann. C'est-à-dire qu'il a une formation politique, culturelle, qui vient de la contre-culture assez radicale, même des années 60, c'est son appareillage critique et cinématographique et culturel. Donc quand il va se mettre à faire du cinéma, bien qu'appartenant aux années 80 qui en constituent la négation, et en venant de l'école anglaise en et plus, de l'école anglaise, qui le marque quand même. Enfin, d'ailleurs, je pense que le fait qu'il vienne de l'école anglaise, à mon avis, a été aussi la chance de Michael Mann, c'est qu'il a réussi à arriver avec, on pourrait presque dire, le corps des années 80, le corps visuellement des années 80 issu de l'école anglaise londonienne, voilà, Adrian Lyne, Tony Scott, Ridley Scott, Alan Parker, enfin tous ces gens-là. Donc il avait le cheval de Troie visuel qu'il lui fallait. Autrement dit, cette image un peu publicitaire, un peu clipesque, un peu séduisante, mais travaillant sur la couleur. Je te coupe, pardon, déjà, mais c'est pas quelque chose qui lui plaît, cette esthétique-là, quand même. Déjà, je sais qu'il y a ce paradoxe de cheval de Troie dont tu parles, hein, on montre, mais c'est pas quand même quelque chose qui l'attire très vite, parce que dès le Solitaire, cette esthétique, justement, qui vient de l'école anglaise, et il aurait pu utiliser autre chose, peut-être récupérer une esthétique. Alors moi je pense que, il y a deux choses. Un, il a le corps, on pourrait dire, il a l'apparence, il a la parure qui va correspondent aux années 80, celles que les années 80 veulent et promeuvent. La dimension publicitaire, MTV, la dimension clinquante, cette espèce de forme un peu superficielle, le surf, la boule disco, quoi, le côté Scarface de Brian De Palma. Donc il est dans ce corps-là, c'est ça hyper important, mais il a l'esprit des 70s. Donc cette espèce de croisement entre un esprit ancré dans les 70s, hein, avec un corps, je veux dire, tout armé des années 80 qui vient de sa formation londonienne, vont faire de lui presque le parfait cinéaste des années 80, mais continuant à tourner des années 70. Il n'y a pas de raison que Michael Mann, dans les années 80, ne fasse pas des films des années 70, puisque lui n'a pas eu l'occasion de les faire. Et je dirais même que cette focale 70s qu'il a va lui permettre de continuer à faire des années 70, non pas parce que je porte des pattes def, c'est pas ça faire des films des années 70. Je pense à Munich de Spielberg. Il suffit pas de mettre des pattes def, de mettre des Dodge Challenger ou de mettre Janis Joplin ou Bob Dylan dans un jukebox pour qu'on soit dans les années 70. Ça, c'est de la signalétique. C'est du vintage. C'est le moment vintage des années 80 où on sort les signes de leur contexte et ils sont vidés en fait de tout ce qui va avec les conditions sociales, historiques, culturelles pour les faire exister tout seuls. Bon, en France, on a beaucoup connu ça. On regarde un film comme Diva, je pensais à ça récemment. Diva, c'est un vrai film vintage. Il n'y a que des vieux objets, mais ces vieux objets n'amènent rien de leur ancienneté dans le film. Ce sont juste des objets célibataires, seuls dans le cadre. Michael Mann, ce qui est intéressant, c'est que lui va prendre, on pourrait dire, cette forme qui est la forme des années 80, donc il est pour le coup complètement de son temps visuellement. Et on va même l'accuser par moments de faire des images des années 80. Des images publicitaires, un peu trop léchées, je veux dire des bandes son un peu planantes, enfin toutes ces cases qu'on va cocher en disant sont des années 80. La différence, c'est que lui, il a la focale des 70s. Donc, ce qui permet, à mon avis, à ces films, c'est ça qui le rend intéressant, à la fois de se lever dans les années 80, en disant qu'il y a une nouvelle esthétique qui est en train de se créer, mais de les déconstruire en même temps, puisqu'il a cette espèce d'atout qui vient des années 70, c'est que le regard systématiquement critique sur les choses.
Donc à la fois, il montre ce qu'on a envie de voir, ce qui est plutôt chatoyant à l'œil de l'époque, ce qui est même consommable par le blockbuster de l'époque, etc. Mais lui va en montrer en fait l'envers. Donc le rapport aux années 70 de Mann, quand tu me parlais de le fait de projeter Hit, c'était pas vraiment de la provocation. Ah non, à aucun moment j'ai pensé ça. C'était juste pour dire que, ça permettait de comprendre que les années 70 ne se résument pas aux années 70. Moi, quand je vois certains films de John Frankenheimer du début des années 60, je me dis, quand je vois, je regarde 7 jours en mai, par exemple, Manchurian Candidate ou Le Pré d'Alcatraz, je me dis que Seconds, évidemment encore plus 66, on est déjà un pied dans les années 70. Oui. Et inversement, certains films de la fin des années 70 ne sont plus des films des années 70, et Rambo en 82 est encore un film des années 70, pour faire court. Donc on voit bien que si on reste encore une fois toujours collé à cet état civil des films, on loupe. Non mais bien sûr, on est tous tout à fait d'accord. Pour dire que Hit, en fait, pour moi, Hit, alors je vais t'amener quand même là-dessus, c'est que Hit, ça veut dire quoi faire un film des années 70 en 95 ? Bon, c'était presque plus ça ma question, voilà. En fait. Tu la poses mieux que moi, merci. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que donc j'ai fait ce détour pour qu'on saisisse mieux la réponse qu'on va se faire maintenant. C'est-à-dire que faire un film des années 70 dans les années 90, ça veut dire avoir un certain bagage culturel et sociopolitique, avoir une certaine focale critique, marxiste, etc., qui est toujours là, mais qu'on met à l'heure de la décennie. Si c'est pour traiter en 95 les problèmes des années 70, alors que 20 ans plus tard, tout a changé politiquement, en termes d'opposition, de résistance, d'utopie, de baisse d'idéologie, c'est qu'on n'a rien compris. Donc Michael Mann, c'est d'une certaine façon, c'est comment mettre dans le bain des années 90, en fait, des questionnements qui viennent des années 70. Et là, il voit la réaction que ça produit. Et c'est en ce sens-là que Hit est un film à la fois totalement des années 70, puisque dans un cinéaste des années 70 ne se serait pas posé d'autres questions, mais étant dans les années 90, il y apporte d'autres réponses. C'est pour ça que c'est un film palimpseste, Hit. C'est que c'est un film qui raconte un peu toute l'histoire du polar et du cinéma, et qui passe du cinéma classique aux années 60, 70, etc. Neil Macaulay, et Pacino et De Niro dans Hit, ce sont des personnages qui sont les ancêtres d'une longue lignée de polars et de gangsters qui sont passés par les années 50 et par les années 70. C'est-à-dire que la crise existentielle, la figure impossible du héros, ou l'anti-héroïsme, on appelle ça comme on veut, la pente tragique du récit, la difficulté d'arriver à trouver un accord entre soi et l'environnement extérieur, ça se voit par l'architecture, l'importance du vide, la façon dont l'intime d'un seul coup se met à chalouper avec les séquences de genre, ce qui est c'est pas quelque chose qu'invente Michael Mann, c'est quelque chose qui développe, à mon avis, notamment certains films de Richard Fleischer. Les flics ne dorment pas la nuit, ça c'est le versant tragique de la crise des années 70, mais qu'est-ce que c'est d'autre que la crise existentielle qui touche les films de Michael Mann, comme dans Violent Saturday, Les Inconnus dans la ville en français en 55, Richard Fleischer s'amusait déjà à contrebalancer la fiction de ces petits braqueurs d'une petite ville américaine par des problèmes intimes qui venaient comme ça perturber, on pourrait presque dire, le récit. Donc Michael Mann, ce que je veux juste dire, c'est qu'il est comme tous les grands cinéastes américains, il ne sort pas ex abrupto de nulle part. Il s'inscrit, même quand lui-même parfois l'a refusé, dans ses entretiens, où parfois il met du temps à l'avouer ou à le dire, mais il s'inscrit dans une longue histoire des formes, aussi bien du cinéma américain que de la peinture, et même dans une longue histoire politique. C'est pour ça que Hit est vraiment un film passionnant de ce point de vue-là, c'est que c'est un film qui est réalisé par un homme qui a réfléchi, a conçu tout son système politique, culturel dans les années 70, mais qui n'a pas fermé et qui voit ce que ça donne dans des années 90 qui ont radicalement changé, mais de façon, on pourrait dire, très superficielle, via l'architecture, via les voitures, via les codes entre les gens, que de façon tout à fait politique, puisque je sais pas moi, James Caan dans Le Solitaire, il a un côté 70s, son espèce de rapport un peu concret au capitalisme, il faut pas qu'il y ait de placement en banque, il faut pas qu'on investisse mon argent dans des casinos, etc. Il a un côté old school. Neil Macaulay dans Hit, c'est pas un personnage anachronique de ce point de vue-là. Non, il est prêt. Il est à l'heure complètement. Oui. Après, il y a cette chose aussi. Bon, pour moi, effectivement, on l'a déjà dit, mais moi, Hit, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Toi, tu disais que c'est un peu la naissance un petit peu de ton amour et ton désir de penser le cinéma de Mann. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur cette question de l'inscription de Hit dans les années 90, parce qu'il y a aussi quelque chose, on pourrait se dire, voilà, c'était un film des années 70. Bon, effectivement, quand tu vois ça quand t'as 15 ans, tu te le dis pas. Peut-être que toi, à 25 ou je sais pas quel âge tu avais, tu te le dis pas spécialement. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que c'est aussi un film qui
même s'il porte en lui la mémoire d'un tout un cinéma américain, effectivement dans son inscription dans le genre, c'est aussi un film qui, dans son époque, jurait incroyablement beaucoup par son absence de rapport ludique avec le genre. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment un film qui s'imposait comme une sorte de vision qu'on voudrait être mauvais, parce que c'était vraiment souvent l'adjectif qui pouvait s'accoler à Hit pour les gens qui ne l'aimaient pas, de façon un peu pompière, quoi, de façon un petit peu très premier degré, alors même que dans les années 90, on était dans un cinéma qui était plutôt ludique. Pulp Fiction il y a un an avant, Fargo après il va y avoir Scream, tout un cinéma qui réfléchit, qui s'adresse à un spectateur un petit peu différent. Là où bon, j'aimerais bien te faire aussi réagir par rapport à ce que tu disais lors de notre rencontre, c'est que quand tu parlais de Mann en tant que cinéaste qui faisait d'un coup du surcinéma. Tu le rapprochais de Kubrick, quelque part, comme quelqu'un dont chaque film se voulait être une vision un petit peu définitive d'un genre ou d'un territoire dans lequel il s'installait. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge, parce que autant pour Hit, effectivement, je suis d'accord, c'est quelque chose qui a peut-être échappé à certains à l'époque, ceux qui ne voyaient pas très bien, ou voilà, qu'on a pu voir désormais, c'est une évidence, parce qu'on voit bien dans quel état il a laissé le genre du polar. Mais par contre, je suis moins d'accord avec tous les autres films de Mann sur ce rapport avec le genre, ou qu'il l'investirait, on va dire, évidemment, c'est pas, je dirais, à la manière de Kubrick, mais non pas dans le même style ou dans la même manière de Kubrick, mais dans la même, j'ai envie de dire, le même rapport un petit peu définitif avec chaque genre. Je pense qu'il y a des très belles pages de ton bouquin sur Collatéral, moi, qui, par exemple, m'apparaissait comme une petite récréation de Mann quand il est sorti. Je me suis dit, bon voilà, il sort Hit, après il sort Révélation, il sort Alice, c'est les grands films, et là, d'un coup, Collatéral, bon, c'est une petite série B. Effectivement, plus on voit ce film-là, plus il prend de l'importance. Enfin, plus on se dit, mais en fait, ce film, effectivement, c'est une petite série B, mais c'est absolument incroyable. Mais ceci dit, en termes quand même de signe extérieur de grand cinéma, on n'est pas là. On n'est pas dans le mode Kubrick, on n'est pas dans le mode sur-cinéma, j'ai l'impression. Oui, alors il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est le positionnement de Hit dans l'histoire du cinéma américain des années 90. Je pense qu'il y a dans les années 90, il y a un peu deux tendances, pour un peu schématiser. Il y a la tendance ironie méta. Bon, effectivement, Pulp Fiction, le moment de Robert Rodriguez, enfin tous ces trucs-là, pas inintéressants, mais on sent l'ironie. Voilà. L'ironie, le second degré, et surtout le cinéma comme toile de fond. Déjà, ça c'est quelque chose qui en fait n'a jamais intéressé Michael Mann de près ou de loin, le cinéma comme toile de fond. Pour lui, c'est le monde, la toile de fond, c'est comprendre le monde. Je pense que lui, il aurait sans doute un rapport, enfin une vision un peu sévère à l'époque tout ce cinéma ironique méta, parce que lui, il a une ambition. Alors ça s'appelle l'ambition, et je pense que Mann est un cinéaste dont l'ambition est à peu près toujours démesurée. Alors, il réussit plus ou moins, mais en tout cas, il va pas, pour faire un film, il met 3-4 ans, parfois un peu plus. C'est des films qui remontent souvent dans sa tête à 15-20 ans. Il a fait un travail colossal de préparation et presque de maturation mentale avant que ça sorte. Donc, ambition énorme. Ça peut pas aboutir à un film sur l'ironie ou sur le méta. Pour lui, si l'horizon c'est le cinéma, c'est pas très intéressant. C'est le monde, c'est le comprendre. Il a cette ambition-là, ce qui n'est pas l'ambition de Tarantino quand il fait Pulp Fiction, qui est tout à fait valable et estimable pour d'autres raisons, mais c'est pas ça. Rodriguez, bon ça, donc le cinéma est présent chez Mann en tant qu'il s'inscrit dans une histoire du cinéma, mais à aucun moment le fait qu'on ne saisisse pas une référence dans ses films fait écran à la compréhension du film. Donc, heureusement. En tout cas, je pense que c'est ce qui fait sa force. Si on repère pas Fleischer, on repère pas Peckinpah, on repère pas Bullitt, etc., ça change pas grand-chose à la puissance de Hit, en réalité. Bon, c'est juste raconter cette histoire, d'où ça vient et comment ça a pu se construire dans l'histoire du cinéma américain, parce que les formes, elles existent aussi avant et après et indépendamment des cinéastes qui s'approprient à un moment. Ouais. C'est ça qui est beau dans l'histoire des formes. Bon. Donc, l'ironie et le méta, de ce point de vue-là, quand Hit sort, c'est presque l'antidote à tout ce cinéma-là, à des gens qui, comme moi déjà à l'époque, étaient fatigués par ça. C'est-à-dire que j'ai jamais été sensible au second degré, on pourrait dire à l'esthétique du coup de coude. Ça m'a jamais beaucoup intéressé. En tout cas, je trouvais que ça portait jamais loin ce type de film-là, même si ça peut être réalisé ou ça peut produire des objets brillants. Là n'est pas la question, et Tarantino est un bon exemple. Oui. Mais pour moi, le brillant suffit pas. Et Mann, je pense que quand il fait ses films, parce qu'aussi il vient des années 70, parce qu'aussi il a une conscience politique, parce qu'aussi c'est que le cinéma, en tout cas, va peut-être pas changer
changer le monde, mais le monde va changer le cinéma. En fait, le cinéma, il le place à une autre hauteur, tout simplement. Donc, il joue pas dans cette cour-là. Je dirais une cour plus adolescente, pour faire court. Du moment Tarantino, Rodriguez, ces gens-là. Ça, c'est la première partie du cinéma américain. Mais dans les années 90, il y a aussi des cinéastes, et je pense toujours à ces deux exemples qui, pour moi, sont des films un peu cousins de Hit, qui sont Casino de Martin Scorsese et Titanic de James Cameron. Ces trois films dont on voit bien qu'ils ont les mêmes qualités ou les mêmes défauts par rapport aux autres, c'est qu'il y a très peu d'ironie, il y a pas de distance, il y a peu de méta, sont des films qui enterrent quelque chose tous à leur manière, et qui font ressurgir de vieux modèles. C'est-à-dire que le Titanic, c'est quand même un remake de La Porte du Paradis sur l'eau, pour faire court, qui nous rebalance le discours de la lutte des classes de façon un peu binaire, par moments un peu schématique, pas forcément ultra subtil, mais en tout cas, on a l'impression que c'est Marx qui revient contre l'iceberg, quoi. Bon. Ça, c'est James Cameron. Avec Casino, qui lui aussi fait appel à De Niro, parce que Hit est aussi un film qui prend quand même deux acteurs qui sont des égéries des années 70. Hein. Ils sont pas célèbres dans les années 80, Eastwood et Pacino. Ils l'ont d'abord été dans les années 70. Un film, à mon avis, comme Casino, est aussi un film qui enterre, qui a même un ton funèbre. Hit a un ton tragique. Casino a un ton funèbre, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, on peut même se dire que le dernier plan de Irishman est presque une réponse au dernier plan de Casino, puisque dans les deux cas, on a le personnage de Robert De Niro vieilli. Casino est un film qui ferme la porte aux années 70, avec des spectateurs autrefois élégants, un peu cultivés, un peu filous, qui sont remplacés par des hordes de zombies à la Wall-E. C'est fini, j'ai plus rien à faire là. C'est la fin de tout, Casino. La fin des années 70, la fin d'un certain rapport aux autres, à l'économie, au monde, etc. Et Irishman, c'est la fin même, la fin de tout. C'est la fin du cinéaste et la fin de Robert De Niro lui-même. Bon. Donc, Hit, il appartient plutôt à cette catégorie de films qu'on appelle à ce moment-là des films post-classiques, ce qui ne sont pas du tout le cas des Pulp Fiction, etc., ou Scream, toutes ces choses-là. C'est vraiment le cinéma post-classique qui tente de se poser la question de reprendre, mais comme l'est un peu Eastwood, mais lui depuis déjà quelques les petits années. Impitoyables quand même. Bien sûr, mais Impitoyable appartient à la même chose. C'est cette idée en fait, à un moment donné, de reprendre une ligne et de se dire, voilà, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on a abandonné le modèle classique. Est-ce qu'il ne pourrait pas encore faire quelques tours, ce modèle-là, avant qu'on le balance aux orties? Et donc, Braveheart, je suis obligé de le signaler parce que Braveheart, parce que bon, forcément on est dans le cinéma est mort, donc on est obligé de le signaler. Je salue ton accent anglais, il est plus redoutable que le mien encore. Non, mais tu as raison. En fait, c'est une série de films qui à un moment donné font le pari dans la grande tradition, on pourrait dire américaine, de la possible survivance ou du fait que le classicisme est en fait une forme et un moteur qui en a encore sous le pied. Et ça fait 15 ans qu'on l'a enterré sous autre chose, sous l'image publicitaire, sous le coup de coude, sous l'ironie, sous le méta, etc., etc. Et au début des années 90, il y a des cinéastes, ils se trouvent sur des cinéastes qui sont pas de première jeunesse, Scorsese, Cameron un peu moins, Michael Mann déjà, je veux dire... Michael Mann en 95, il a 51 ans, donc il est 52 ans, il a pas 30 ans, et Martin Scorsese, enfin tous ces gens-là, donc c'est vraiment le moment post-classique, mais sont tous des gens qui se posent à un moment donné cette question-là. Et on voit bien que Hit est un film qui est à la fois, on pourrait dire, qui réalise une forme de synthèse entre le classicisme du hollywoodien, on pourrait dire, et la modernité des années 70. Et il fait la synthèse. Il n'essaie pas de sauter par-dessus les années 70 en disant façon Steven Spielberg ou d'autres, c'est reparti comme en 40, rien n'a eu lieu depuis 15, 20 ou 30 ans. Non, tout a eu lieu. Comment est-ce qu'on peut reprendre cette ligne classique en 95 ? On la reprend sur un mode tragique. C'est-à-dire que Pacino et De Niro, ils voudraient que le monde classique fonctionne. Ils voudraient que ça veut dire quoi? Ils voudraient que le monde classique fonctionne. Ça veut dire qu'ils voudraient que leur métier suffise à leur bonheur. C'est ça dans le cinéma américain classique. Et là, ça suffit plus. Le programme vital dont tu parles. Voilà, parce que les années 70 sont passées par là. C'est-à-dire que Hit, c'est un film qui possède un double héritage classique et années 70, moderne, si on veut, au sens de Schatzberg, de Robert Altman, de Monty Hellman, de tous ces gens-là, qui sont des cinéastes qui, à l'époque, ont mis en crise de façon extrêmement critique. Je dirais plutôt que mettre en crise, je dirais presque mettre en pièces, quoi. Le modèle classique américain. Michael Mann, lui, il veut à la fois remettre en route le moteur classique, mais en se souvenant ou en lui posant des questions qui sont les questions de la modernité. Et je pense que c'est ça qui rend ce film si passionnant et si à l'heure, parce que faisant ça,
qu'est-ce qui se pose comme question ? Il est contemporain d'un moment où le capitalisme, on pourrait dire industriel, est arrivé à un autre âge, le fameux capitalisme tardif de Jameson qui moi m'a beaucoup éclairé, qui apparaît dans les années 80 mais qui se développe, on pourrait dire théoriquement dans les années 90, et c'est le moment où le rapport des individus, des sociétés au capitalisme se pose les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on a eu un rapport aveugle et classique au capitalisme, tout va bien, on consomme, le modèle se développe, on a plus d'argent, plus de frigo, voilà. Le modèle économique permet de rendre les gens plus heureux, d'accroître le niveau de vie, etc., etc. Au milieu des années 90, commence à arriver cette espèce de doute où on se dit, mais tout ça pour ça. Est-ce que finalement l'horizon capitaliste suffit à rendre heureux les objets, les citoyens qui vivent dans ce monde-là? Donc It, il est à la fois, mais ça c'est la puissance pour moi de Mann, c'est qu'il est à la fois, on pourrait dire, à l'heure, en tout cas, il est exactement sur le bon tempo de l'histoire du cinéma. Et en même temps, faisant ça, il entre en symbiose avec une inquiétude contemporaine aussi, qui est la question du capitalisme. À quoi ça sert ? Est-ce que c'est pas ce que deviendra Tom Cruise dans Collateral, une espèce de machine opérationnelle creuse, vide et indifférente? Et donc là, le programme existentiel, en tout cas l'insatisfaction existentielle qui étreint tous les personnages de Mann, elle vient des années 70 parce qu'elle est le devenir d'une crise qui est née à ce moment-là, mais elle rentre en résonance géniale avec le contemporain. C'est pour ça que le contemporain était pour moi un peu une obsession. C'était pas pour dire le présent, il raconte, non. C'est qu'en fait, il saisit, mais très profondément, l'humeur, à mon avis, de notre époque. Oui, complètement. Est-ce que je suis clair ? Ah, tu es complètement clair, mais par contre, tu n'as pas répondu à ma question. Non, en fait, c'est parce qu'elle était mal posée, mais je vais essayer de la repréciser, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'interroge très personnellement. Et dont cette interrogation, elle vient du fait que, voilà, pour moi, Michael Mann, effectivement, c'est l'un des plus grands, et on partage effectivement cette appréciation à tous les trois autour de cette table. Mais ceci dit, j'ai toujours l'impression que Michael Mann n'a pas encore la place qu'il méritait. Donc, du coup, ça m'interroge. Et effectivement, c'était un des éléments de réponse que j'avais. Je me disais, mais en termes de ce que je pourrais appeler du cinéma qui s'affiche en tant que tel, ou d'un coup, la forme cinématographique, on va dire, un petit peu... quelque chose qui clame sans arrêt qu'il est du cinéma, It se pose là, soit. Mais j'ai l'impression que les autres films de Mann, en fait, disons que j'ai l'impression que Mann, il fait des films avant de faire du cinéma. À la différence de beaucoup de cinéastes qui ont des places dans le panthéon des grands cinémas où j'ai l'impression qui font du cinéma avant de faire des films. Kubrick, tu l'as cité, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui incarne le cinéma totalement. On pourrait citer Godard. Il incarne le cinéma totalement. On a l'impression que le cinéma se rejoue à chacun de ses films, et finalement, j'ai l'impression que les films trimballent cette idée-là. Tarantino a ça. Il incarne le cinéma, quelque part. On va avoir aussi des gens comme Coppola qui a ça. Moi, j'ai l'impression que Mann, au final, il y a quelque chose qui est aussi peut-être son héritage du classicisme quelque part, son héritage, son attachement à les formes classiques dont tu parlais, mais que à part It, qui me paraît être effectivement un film, tu t'emploies l'expression que j'adore, de film cathédrale, où d'un coup tu vois le film, tu dis qu'il y a une perfection structurelle qui clame le cinéma par tous les pores de sa peau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'incarne pas le cinéma. Moi, ça me paraît, c'est une question qui me passionne, parce que j'ai l'impression que c'est un des problèmes du cinéma américain contemporain, parce qu'il y a beaucoup, on sait que ça va très très mal, mais que les cinéastes qui se veulent auteurs ou qui sont vendus comme auteurs clament vraiment l'idée attention, je fais du cinéma. On sait que le cinéma est concurrencé par d'autres formes, la série télé, jeux vidéo, machin, surtout la série télé, et qu'on a de temps en temps, chaque fois, le confinement aussi a aidé là-dessus, des gens comme Villeneuve qui d'un coup sort d'une, et d'un coup voilà, c'est le retour du grand cinéma. Nolan, entre les deux confinements, qui sort Tenet, et d'un coup c'est le retour du cinéma, je vends l'idée du cinéma. Tarantino qui sort Once Upon a Time Hollywood, et là je suis d'accord, oui, c'est exceptionnel, mais voilà, d'un coup on a le retour du cinéma, mais j'ai l'impression que Mann, il n'y a pas ça. Comme tu as apporté évidemment des éléments de réponse, parce que quelqu'un
que le cinéma, on pourrait dire, ça l'intéresse pas. Lui, ça l'intéresse, c'est de témoigner enfin, non pas de témoigner, ça serait pas le mot juste, mais il s'attache d'abord au réel. Il n'y a pas vraiment cette volonté d'être. Mais c'est la forme vraiment de ces films après Hit qui te questionne, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de quasi expérimental, par exemple dans Miami Vice, dans sa façon de moi, le fond de ma question, choses, c'est juste, c'est vraiment juste une interrogation par rapport au statut de Mann aujourd'hui. Je me dis, en fait, c'est une question que je me posais. Genre, il y a des cinéastes il y a plein de cinéastes que j'ai cités que j'adore, évidemment pas Villeneuve ou Nolan, mais par exemple, je disais Lumet, par exemple, c'est un cinéaste que je porte très très haut. Mais Lumet, pareil, ne porte pas cette idée. Attention, voilà du cinéma. Pourtant, c'est un cinéaste que je trouve, absolument incroyable. Mais c'est quelqu'un qui fait des films avant de faire du cinéma. Je saurais pas le mieux le dire, tu vois. Oui, alors c'est compliqué cette histoire parce que, alors, d'abord tu disais tout à l'heure, le Mann, en fait, à part Hit, je vois pas à quel moment il fait des films un peu récapitulatifs, etc. Alors moi, j'ai pas trop ce sentiment. C'est que je pense que quand il fait Révélation, on sent qu'il a envie de faire le film dossier terminal. Mais alors là, pour le coup, comme tu dis, et ce espèce de croisement où les personnages démarrent en croyant être dans les hommes du président, et puis se retrouvent dans Parallax View. En fait. Bah oui, mais or on n'est pas sorti de Parallax View. Parallax View, c'est la forme moderne du film dossier. Quand je dis moderne, c'est contemporaine là pour le coup. C'est-à-dire qu'on est. Matrix, c'est un film qui doit plus à Parallax View qu'aux 3 jours du Condor, pour faire court, ou aux hommes du président. Donc, avec Révélation, Mann, à mon avis, il fait un film de 2h20 totalement récapitulatif de la question du film dossier ou de la forme enquête, on appelle ça comme on veut. Quand il fait Ali, on n'a jamais vu un biopic pris sous cet angle antipsychologique à mort. C'est ça qui est assez génial dans Ali. Et d'ailleurs, il le dit lui-même au début lorsqu'il s'intéresse à Ali. Il y a eu des livres, des documentaires, il y a plein de biopics sur d'autres personnages qui sont faits. Lui, il y a 2-3 choses qu'il va totalement éviter. C'est l'essai de psychologie de bas étage façon Hollywood, à savoir il a fait tout ça parce qu'il était traumatisé par sa sœur ou était sodomisé par son oncle. À aucun moment on a ce genre de choses-là dans Ali. Tout de suite, il inscrit Ali dans une histoire culturelle et politique. Et ça, c'est extrêmement audacieux, ce qui en fait, il n'y a pas, dans l'histoire du cinéma américain, il y a extrêmement peu de biopics qui ont eu ce courage-là. Donc pour moi, quand il fait Ali, dans la forme, quelle est la forme du biopic, parce que ça appartient quand même à ce genre-là, c'est une forme ultime. C'est-à-dire que je pense qu'il va chercher, quand il fait Miami Vice, il a envie, à mon avis, le film est quand même aussi assez long, il a envie presque de faire la forme contemporaine qui est liée à la question du flux, de l'accélération, on pourrait dire de la frustration, cette espèce d'instabilité, etc. totale. C'est-à-dire que Miami Vice, c'est un film total de ce point de vue-là. Et y compris même du point de vue de l'expérimentation dont tu parlais, je veux dire qu'il va extrêmement loin dans le fait de ne pas hésiter à avoir des images qui sont granuleuses, etc. etc. Et même qu'il trouve, là encore, la forme toujours géniale chez Mann, c'est que il arrive à se servir du numérique pour retranscrire une inquiétude très contemporaine qui serait la dissolution. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé chez Mann et dont on voit quand même que c'est quelque chose qui le travaille au fur et à mesure de ses films. La dissolution, elle n'est pas là dans Hit. Je veux dire, les personnages ont encore un statut de personnage classique américain. Oui. Ils sont au centre, ils lancent le récit, ils l'arrêtent et le film se termine par ces 2 figures mythologiques sur l'aéroport de LA, etc. Ça, c'est une question que je m'étais posée, mais en fait, Hit, on pourrait presque dire, en fait, effectivement, c'est une tragédie, c'est un film qui finit bien, en fait. Parce que quelque part, formellement, il achève son programme. Bien, absolument. Alors que Miami Vice, tu en parles, c'est déceptif dans le sens où vraiment ça ne carbure qu'à voilà, une fin malheureuse. C'est-à-dire qu'en fait, Hit, c'est une vraie. Enfin, la dimension tragique de Hit, c'est que c'est l'histoire de 2 personnages qui à la fin comprennent que leur accomplissement ne peut se résoudre que de cette manière. Pour l'un, être toujours seul, pour l'autre, mourir. Mais ils s'accomplissent. Mais un peu comme Tom Cruise dans Collatéral, puisqu'il le dit même lui-même dès le début. Je veux dire, j'ai lu cette histoire d'un homme qui est mort dans le métro de Los Angeles, personne ne l'a remarqué. D'une certaine manière, Tom Cruise dans Collatéral, les 2 s'accomplissent aussi. L'un a peut-être une chance de s'accomplir, c'est le personnage du chauffeur de taxi. L'autre, en fait, accomplit sa philosophie, son rapport à l'autre en mourant de façon anonyme. Donc, on pourrait presque dire qu'il se réalise lui-même. Oui. Et dans Hit, c'est la même chose. Ce qui est terrifiant dans Miami Vice, c'est qu'il n'y a aucun accomplissement. Il y a la dimension déprimante. C'est même pas une dimension tragique qui peut conduire à une forme d'élévation, à un rapport presque un peu spirituel et presque mystique avec le monde qui nous entoure. Dans Miami Vice, pas du tout. Il termine nulle part. C'est-à-dire qu'il est parti de
rien, il arrive nulle part. Et d'ailleurs, la façon dont Colin Farrell disparaît, c'est toujours très important, les derniers plans des films de Michael Mann. Il y a du dernier plan du solitaire qui, lui, est aussi une utilisation dans la profondeur de champ, avec la croix, la figure du sacrifice. Ben voilà, le coup de l'indépendance, c'est être seul, d'avoir tout cramé, etc. Et donc, Mann a aussi, d'ailleurs, un rapport qui est très sévère sur l'indépendance. À la fois, il exalte ce désir à la Taureau de l'indépendance à tout prix. En même temps, est-ce qu'on a envie tous d'être comme James Caan à la fin du Solitaire? Donc, c'est ça qui est intéressant, toujours pareil. C'est-à-dire qu'à la fois, prendre un problème selon ses deux facettes. Et à la fin de Miami Vice, il reprend à peu près cette même figure de l'homme qui disparaît dans la profondeur de champ. Mais cette fois, il s'évanouit, il disparaît dans le sens où il n'est plus rien du tout. Il rejoint le grand flux ou la fin de Révélation, quand Pacino disparaît derrière les portes tournantes. Il n'y a pas de place dans ce monde pour cet homme-là, donc il disparaît littéralement. Je voulais revenir là-dessus avec toi justement, cette figure quasiment du fantôme. Donc tu parles de cette disparition des personnages à la fin des films de Mann. Il y a aussi sans doute la plus belle scène de Public Enemies, c'est cette apparition à la fin du film de John Ginger dans les bureaux du FBI qui se balade comme si finalement il était invisible. Je sens que c'est une figure, enfin en tout cas c'est une façon de montrer les personnages qui t'intéressent. Je sais qu'on en avait parlé aussi à propos de Dario Argento, de la façon dont tu l'avais filmé justement aussi dans ton film sur Argento, et on avait dû en parler à propos justement du Guépard de Visconti, de cette déambulation finale notamment de Burt Lancaster, de cette disparition. Je voulais te demander, c'est quoi pour toi justement, qu'est-ce que ça représente cette représentation de ces personnages dans le cinéma de Michael Mann, devenir spectral, ce devenir spectral, ouais. Mais le devenir spectral, moi je pense que c'est indépendamment presque même des personnages, qui en sont évidemment l'incarnation, etc. Je pense que le devenir spectral, c'est une question, en fait, c'est une inquiétude qui sourd dans tout le cinéma de Michael Mann. Et on pourrait presque dire qu'il y a eu la disparition du solitaire à Hit, lié d'une certaine façon à un certain code, à un certain type de valeurs profondément américaines qui étaient en train de disparaître, donc les hommes qui les portaient n'avaient plus leur place. Je dirais que c'est le côté pékimpien, en tout cas c'est le premier acte pékimpien des films de Peckinpah. Et puis à partir de Révélation, d'un seul coup, c'est la disparition à l'intérieur d'un monde qui ne permet plus à l'humanité de s'exprimer. Attention, je veux dire, on peut être dans le cadre, etc., mais à quel degré d'humanité? Et je pense que la dissolution, on pourrait dire, de l'humain à l'intérieur du monde du capitalisme tardif, pour faire court, aussi bien lié à la question du flux, de l'accélération, des rapports économiques, de la virtualisation du monde jusqu'à Black Hat, etc., est quelque chose qui hante Michael Mann. Enfin, qui n'est pas uniquement présent au dernier plan du film, parce que dans Miami Vice, c'est un peu régulièrement au cours du film, et on a constamment des disparitions. Même l'avion derrière un nuage, des choses comme ça, enfin tout est amené. Mais tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, Michael Mann, il se pose des questions qui sont des questions que se posent tous les grands cinéastes, ou qui sont des questions simples en réalité. Le monde, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour préserver la place de l'humain dans ce monde-là? À quel prix? C'est des questions à la fois immémoriales et en même temps extrêmement importantes. Je pense que le dernier plan à ce jour qu'a tourné Michael Mann, c'est l'histoire de ces deux personnages qui disparaissent dans un écran vidéo, dans Black Hat. Donc je pense que c'est quelque chose qui, la hantise de Mann, elle est, à mon avis, elle a commencé à surgir de ce point de vue-là à partir de Révélation. D'où le fait que sa mise en scène évolue, et on voit bien comment à partir de Révélation jusqu'à Black Hat, sa mise en scène, elle est beaucoup moins, on pourrait dire, anthropocentrée. C'est-à-dire que l'humain est une donnée jusque dans Hit, jusqu'au dernier plan de Hit, elle devient un problème ou une question à partir de Révélation. Et donc, c'est quelqu'un, Michael Mann, qui est toujours extrêmement attaché on pourrait dire à la forme, à cette question du comment est-ce que j'arrive à trouver une forme qui rend compte de tout ça. À partir de Révélation, on voit bien la façon dont sa mise en scène elle-même va évoluer, va tenter d'être toujours comme ça, de rattraper
parce qu'en Oui, fait, c'est à vraiment chercher ça. comment, Bien sûr. où est-ce que je vais pouvoir le mettre. Bien sûr. Alors Voilà. placer sa caméra, quand on regarde le début on voit, je sais pas, les quelques scènes de révélation, on regarde les 10 premières minutes de révélation, on se dit que quelque chose a changé par rapport à Hit réalisé 4 ans auparavant. Enfin, pour moi, c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est pas que Michael Mann d'un seul coup a envie de bouger sa caméra, on est quand même avant tout le délire des Paul Greengrass, de tout l'effet Parkinson, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour donner le sentiment d'un seul coup d'une espèce de précipitation qui amène à l'ennui. Là, c'est la forme très très basse de l'épilepsie du cinéma d'action moderne. Non, c'est plutôt d'un seul coup le fait que l'humain ne tient plus vraiment dans le cadre. La caméra doit aller le chercher. Si elle le cadre pas, il disparaît tout seul. Autrement dit, le monde se met à fonctionner sans l'humain qui devient, alors qu'il était jusque-là, on pourrait dire prédominant, ou en tout cas la condition sine qua non pour qu'il fonctionne, il devient quasi accessoire. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, et on va encore revenir à Kubrick, mais bon, j'aimerais qu'on parle pas trop de Kubrick, mais de Mann. Mais par contre, en fait, Mann, il partage avec beaucoup de très grands cinéastes qui sont vraiment des control freaks, en général, avoir aussi des personnages qui sont des maniaques de contrôle eux-mêmes. Et il y a un truc chez Kubrick que moi qui me laisse un petit peu à côté, c'est que j'ai toujours l'impression que le côté cérébral et justement ce discours, ce système qu'a Kubrick aussi de toujours vouloir mettre aussi la disparition de l'humain dans un système, il y a un petit peu ça, comme chez beaucoup de très grands cinéastes du contrôle et de la technologie, il y a ça chez Kubrick. Mais chez Mann, par rapport à tout ce que tu disais, effectivement, et je ne peux être que d'accord, mais moi ce qui me saisit à chaque fois chez Mann et ce qui me bouleverse, c'est que c'est aussi quelqu'un qui, dans la pure incarnation de l'être humain, est le plus fort, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as ce truc qui est vraiment complètement de l'ordre de la disparition de la figure humaine, tu viens d'en parler, mais en même temps, il y a aussi une sorte de physicalité hyper intense. Et moi qui s'incarne aussi dans un truc, et là, ça m'a sauté aux yeux de nouveau en regardant un petit peu tous ces films, c'est sur la question même de la sensualité et de la sexualité aussi. Enfin, il y a des scènes de sexe et de sensualité chez Mann qui sont incroyablement physiques. Et on sent le désir, c'est palpable, on sent la chair à fond. Je me rappelle, et ça m'a rappelé du coup ce qu'avait c'était Pascal Ferrand, qui est donc une cinéaste française, qui avait cité Michael Mann au moment où elle sortait Lady Chatterley. Je pense que c'était il y a 15 ans de ça ou quelque chose comme ça. Oui. Et ça m'avait marqué à l'époque, et je l'avais un petit peu oublié, ce truc-là, en disant, mais elle voulait faire une dramaturgie de la sensualité, et elle disait, en fait, il y a des personnes qui ont fait ça, même les films porno l'ont pas fait. Un des seuls types qui l'a un peu fait, c'est Michael Mann, quoi. Il a réussi à vouloir, en tout cas, montrer quelque chose via la sensualité, la sexualité. Je voulais savoir si, vu que c'est quelque chose, vu que tu es très prude, tu n'en as pas parlé dans ton bouquin, si tu pouvais répondre là-dessus. J'ai censuré tous ces chapitres sur Man Pornographe ont été supprimés. Non, mais en fait, ce que tu dis, la question de la sensualité, moi je la déplacerais sur une autre question. Tu as raison, mais je pense que c'est la question du sensible qui intéresse Mann. C'est-à-dire qu'en fait, il filme de façon aussi sensuelle le corps d'un homme, d'une femme, que d'une carlingue de voiture. Ou qu'un ciel orageux. L'apparition des premiers ciels orageux dans Collatéral, premier film tourné en vidéo HD, c'est phénoménal. Oui, on s'en rend pas compte, mais en 2004, il va complètement réinventer l'image. Enfin, c'est même pas qu'il réinvente l'image de Los Angeles, c'est d'un seul coup, il donne à voir Los Angeles comme ceux qui vont à LA le connaissent et qui n'ont jamais vu sur un écran de cinéma. C'est quelque chose, Miami Vice, j'en parle même pas, puisqu'il attend même certains moments pour qu'il y ait des débuts d'orage. Sur le toit. Notamment. Sur le toit, bon, c'est évidemment incroyable. Donc je pense que c'est plutôt le sensible, et là on en revient à l'expressionnisme allemand. C'est-à-dire que je pense que Mann, c'est quelqu'un qui s'est toujours posé. C'est ça que l'expressionnisme allemand, il y a eu son espèce de coming out avec La Forteresse Noire, qui était presque entre ça et le réalisme magique, mais disons une copie voilà, un peu radicale d'un amoureux du genre. Voilà, il a fait son coming out, il a fait l'expressionnisme allemand avec La Forteresse Noire. Il fallait sans doute qu'il en passe par là pour digérer ce que c'est que la leçon de l'expressionnisme, c'est-à-dire trouver une espèce de forme sensible à l'invisible des choses. C'est ça, Michael Mann. Donc, évidemment, on se retrouve en permanence avec quelqu'un qui va toujours chercher, c'est ça que tu dis, il veut pas faire du cinéma. Je pense que c'est pas faire du cinéma en tant que tel, ça l'intéresse pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à faire des films qui vont rendre compte d'un certain état du monde et du rapport qu'on a avec lui. Donc c'est presque plus important, à mon avis, que de faire des films pour faire du cinéma, d'où son côté clinquant. T'as cité
Tu vois tout à l'heure Villeneuve, Nolan, etc. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que là, par exemple, c'est des cinéastes qui, dans l'état un peu dramatique d'Hollywood aujourd'hui, ont été mis à la place des auteurs. La place est manquante parce que les vrais auteurs ne sont plus là, n'arrivent plus à tourner, ont beaucoup de mal. Mais on pourrait dire que la marque auteur doit quand même être assurée. Donc c'est presque un discours marketing publicitaire pour moi. Ah oui, donc Nolan et Villeneuve ont la marque auteur ou la case auteur, mais évidemment ce sont des montagnes qui accouchent de souris, il n'y a pas un quart de seconde photo. Donc à mon avis cette question du sensible elle est capitale parce qu'elle ce qui intéresse Michael Mann, c'est comme on le disait tout à l'heure, à la fois on pourrait dire de faire voir les choses, ou en tout cas de dépoussiérer le monde, hein, c'est-à-dire de filmer un premier monde en aveugle et une deuxième fois presque de le dévoiler, mais au sens presque de le révéler. Ouais, exactement. La révélation, je crois que c'est un très beau titre d'ailleurs. Oui. De ce point de vue-là. Les titres français de Michael Mann ne sont pas si pourris en général. C'est vrai. Et donc révélation, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais la révélation ne se fait pas que par des gens qui parlent des personnages, des actions, etc. Pour lui, elle passe tout autant par la forme, d'où son lien avec on pourrait dire des cinéastes comme Antonioni, comme David Lean même, enfin des gens qui ont été obsédés à un moment donné par la question du sensible. Ensuite, dernière chose sur le rapport à Kubrick. Moi, le rapport à Kubrick, pour moi, c'est le rapport, on pourrait dire, il faut pas le forcer ce rapport. Il s'agit pas de dire l'un est le continuateur de l'autre, ou non, pas du tout. Je pense que il y a ce qui est commun entre Mann et Kubrick, c'est on pourrait dire une même ambition. Une même croyance dans le pouvoir de son art pour dire quelque chose, ça c'est une évidence, un même désir totalisant, d'où le fait que je disais tout à l'heure, quand Mann, même si on peut être plus ou moins d'accord, quand il s'attaque à quelque chose, il s'y attaque depuis très très longtemps, il a tout lu, il a tout fait, il y a quelque chose, il y va pas en touriste à Michael Mann quand il attaque un sujet ou un film, donc je pense que même pour lui, il a besoin de se dire qu'il a totalisé la vue, en fait, et qu'il a embrassé tous les aspects de son sujet. Je dirais même que par moments il fait un cinéma totalisant presque malgré lui. C'est pas une volonté de puissance au sens où peut-être Kubrick peut l'avoir par moment de façon un peu. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas ça chez lui. C'est que pour lui un film n'est valable ou un sujet ou une approche n'est valable que dès lors qu'on a envisagé tous les aspects. Et donc cette espèce de côté un peu totalisant. Un peu global, où on a le sentiment quand on voit un film de Mann, on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu montrer à côté de plus, de moins, rien, tout est là quoi. Quand il filme le Mohamed Ali, je veux dire tout est dit sur Mohamed Ali. Quand il filme Hit, je vois pas quels sont les points aveugles de Hit, ou alors Hit pourrait durer 9 heures, mais fait par la même personne. Et puis après, la question de l'humain pour moi est capitale. C'est que Mann, il le dit souvent, et je pense je le crois parce que je pense que ses films le prouvent, c'est que pourquoi il s'intéresse autant au devenir de l'humain à l'heure du capitalisme tardif ? C'est parce que l'humain, c'est son problème central. Hein. C'est de se dire que la question n'est même pas de savoir quelle est la place du capitalisme aujourd'hui, c'est quelle place il laisse à l'humain. Kubrick, en fait, il s'en fout complètement. Kubrick, c'est un Hobbesien. Kubrick, lui, il est convaincu de toute façon que l'homme, comme l'autre, est un loup pour l'homme et qu'on gratte sous l'homme et il y a un sauvage tout de suite. Ludovico, Orange Mécanique, Barry Lyndon, enfin tous ces films, évidemment, 2001 Odyssée de l'espace. Shining, enfin la séquence dans Shining où Jack Nicholson rentre dans la fameuse chambre, enlace une femme, début de sensualité, miroir, elle est desquamante, tout est dit. Donc je pense que, à mon avis, c'est ça ce qui intéresse Kubrick par rapport à Mann. Donc l'un cherche plutôt du côté de la sauvagerie originelle, donc cinéaste extrêmement pessimiste, très noir, Stanley Kubrick, alors que Michael Mann fait toujours le pari que l'humain est toujours là et en fait fait des mélodrames. C'est pour ça qu'on oublie souvent quand on parle de Mann de la dimension romantique ou mélodramatique de ces films, hyper important étant capital. Et donc on arrive à quoi à la fin ? À quelque chose qui est presque le contraire de Stanley Kubrick, c'est la question de l'affect. Je dirais que si on devait réfléchir un peu de façon un peu fine sur la différence entre Mann et Kubrick, je dirais que Kubrick est évidemment un cinéaste de la pulsion, de la pulsion animale qui a toujours été là et que n'importe quel vernis de civilisation n'arrivera pas à recouvrir. Mann est un cinéaste de l'affect. Véritablement. Et d'ailleurs, dans ses films, il développe toujours, on pourrait dire, l'humanité, l'indépendance, la compréhension du monde, l'humanisme est toujours lié à la question de l'affect. Et Tom Cruise dans Collatéral étant le contraire absolu de ça, enfin l'antidote total, la figure la plus creuse pour Michael Mann du capitalisme contemporain, c'est Tom Cruise dans Collatéral. Et pourtant, j'ai quand même l'impression, et je crois que tu l'abordes d'ailleurs dans le livre,
à partir de Miami Vice, il y a un rapport, alors non pas à l'humain, mais aux personnages et aussi aux acteurs, qui moi me fait penser parfois justement à ce qu'a pu faire Kubrick, notamment avec 2001, d'engager 2 acteurs qui ne font pas grand-chose, grosso modo. Et c'est vrai qu'on a eu dans une première partie de sa carrière des grands acteurs qui incarnaient vraiment des personnages auxquels le spectateur s'identifiait, et puis à partir de Miami Vice, ça va commencer justement un petit peu à se déformer, et on a plus affaire à des De Niro, des Pacino, on va avoir Chris Hemsworth, on va avoir Johnny Depp et Marion Cotillard, et même Colin Farrell et Jamie Foxx dans Miami Vice sont pas exactement, mais après ça colle dans Miami Vice particulièrement bien avec ce que font les personnages, mais sont pas les acteurs auxquels on va apporter le plus justement de personnalité, non pas d'humanité, mais de personnalité. Il y a quand même une évolution aussi à un moment dans son cinéma, dans son rapport au personnage, en tout cas peut-être pas à l'humain, encore que justement l'humain disparaît dans la société, mais voilà, il y a une vraie évolution quand même à ce niveau-là. Oui, alors après, je pense qu'il y a 2 aspects. D'abord, il y a une réponse qui est un peu pragmatique, économique, mais qui a aussi un point réel, c'est que Michael Mann fait des films qui coûtent cher, et plus les années passent, plus ces films sont difficiles à monter. Ils n'ont pas le succès escompté, faut quand même dire ce qui est. Miami Vice, quand il sort, est un succès mitigé. Je parle pas d'un succès critique, je parle d'un succès commercial mitigé. Le film n'est pas un four, il permet quand même il se rembourse, il rentre dans ses frais. Sauve les meubles, voilà. Mais Universal attendait plus de Miami Vice. Quand il fait Public Enemy, pareil, le studio attendait plus de Public Enemy, et puis Black Hat a été une sorte de coup d'arrêt. Donc Mann, il est sur une position un peu de funambule, c'est-à-dire que là encore à très années 70, c'est-à-dire que cette idée qu'on essaie de faire des films un peu comme avant La Porte du Paradis, on se dit est-ce qu'on peut tenir une exigence d'auteur radicale, parce qu'il n'y a pas une exigence d'auteur plus radicale que celle de Michael Mann, à l'intérieur d'un système qui est un système de blockbuster qui va de plus en plus vers une industrialisation. Mais je comprends tout à fait ça, voilà. Mais on peut quand même imaginer que d'autres acteurs que Thor auraient pu... alors c'est vrai, mais alors moi je pense que ça c'est la première explication qui rentre dans l'équation, je veux dire c'est pas la seule, mais il faut quand même évidemment l'avoir en tête. Puis à l'époque, Hemsworth sort de Thor, le truc qui a fonctionné auprès des machins. Bon, après, Mann ne va pas chercher un acteur dont il pense qu'il serait vraiment contre-productif. Je pense que l'explication de gens comme Johnny Depp, Hemsworth, tous ces acteurs de fin, en gros à partir de Miami Vice, et même un peu à partir d'Ali, même si le rôle d'Ali imposait un acteur un peu comme Will Smith, vient du fait que comme la première partie de sa carrière s'arrête à Hit, de cette manière, et un peu à Révélation, le côté les vieux acteurs, les années 70, la fin d'un monde que j'ai enregistré, est incarné par un certain type d'acteur. À partir du moment où j'ai envie de me brancher beaucoup plus sur le contemporain, ce qui est vraiment la seconde partie, qui est le projet intégral de Mann à partir de Révélation, il va se brancher aussi sur des acteurs de l'époque, tout simplement. C'est-à-dire qu'aller chercher Pacino, De Niro, ou des acteurs, ou même dans les années 2000, des Andy Garcia, ou des gens qui auraient pu encore tourner avec lui, ça aurait pas de sens. C'est-à-dire que Chris Hemsworth, c'est vraiment presque une espèce d'archétype, comme d'autres acteurs, comme Johnny Depp l'a été dans les années début des années 2000, il y avait Pirates des Caraïbes, ces choses-là. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, intelligent d'aller chercher des acteurs qui sont pas des espèces de survivance à l'intérieur d'un film qu'on veut contemporain, avec des acteurs qui l'incarnent pas du tout. Il va chercher plutôt des acteurs. Il aurait pu trouver s'il voulait vraiment un bon acteur, il aurait pu peut-être... Oui, mais je pense que vu ce qu'ils ont à jouer, d'abord il y a la mise en scène de Mann, la direction d'acteur de Michael Mann fait qu'en fait, en réalité, ils sont parfaits. C'est-à-dire qu'un film comme Black Hat, vu ce que joue le rôle du personnage, un espèce de type qui n'a pas grand-chose à dire, qui s'appelle Ghostman, qui va extrêmement vite, qui a plus du tout les séquences qu'il avait à jouer, il est parfait dans le rôle. Il incarne aussi, moi ça m'amuse aussi de penser ça, c'est là où volatilité. Je voulais en venir, c'est que justement, tu vois, il y a une espèce de désincarnation justement évidente. Je pense évidemment que c'est aussi pour ça, parce que je pense bien qu'il maîtrise aussi quand même son casting, et que justement ça aidait justement à la désincarnation du personnage de choisir ce genre d'acteur. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tu ne fais pas vraiment énormément de généalogie du cinéma de Michael Mann, tu l'inscris dans une histoire des formes et brillamment, mais il y a ce point aveugle qui serait un petit peu l'hérédité de Mann. Qu'est-ce que c'est devenu? Moi je me rappelle qu'une des premières phrases que j'avais lues de toi et qui avait un petit peu
valider ou légitimer. En tout cas, moi, ce que je ressentais, je me disais, bah oui, Mann, c'est le plus grand styliste du cinéma américain. Donc, on sait très bien que de toute façon, le style de Mann, si on peut dire, qu'importe ce qu'on met là-dedans, ça a un peu irrigué le cinéma américain beaucoup, les séries. Moi, je me rappelle qu'après, on a été marqué par Hit, par Révélation. Après, on regardait 24 heures chrono, la série. On se disait, mais putain, tout vient de là. Même, ils prennent les morceaux de musique utilisés par Mann. On voit Soderbergh. À un moment, tu dis que Soderbergh, la carrière, elle est émulée par le cinéma de Mann complètement. Et ce qui m'avait toujours hyper étonné, c'est que même c'est un des rares exemples, j'ai l'impression, que d'un cinéma profondément américain qui irrigue aussi le cinéma européen. Alors que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est souvent l'inverse, quoi. Et que d'un coup, on a le cinéma d'Audiard, le cinéma de Desplechin, le cinéma de Ferron, le cinéma d'Assayas, qui va être non pas émulé, ça serait pas forcément totalement leur rendre justice, mais on sent qu'il y a une influence énorme. Bon, là, on parle déjà de films qui sont déjà anciens, mais je voulais, pour finir, en tout cas, que tu parles de qu'est-ce qui pourrait rester dans le cinéma américain actuel, même si on sait que c'est vraiment un petit peu des ruines. Et encore, les ruines sont plus jolies, mais du cinéma de Mann actuellement. Rien. Non, mais parce qu'en fait, parce que tous les exemples que tu as cités, effectivement, des gens qui ont été marqués par Mann, Soderbergh, est-ce que quand il passe par son moment mannien, ça fait des films intéressants? Non. Moi, j'ai plutôt de la tendresse et de l'affection pour les films d'Olivier Assayas, etc. Et lui-même, il a souvent clamé son amour pour Mann. D'ailleurs, parmi les cinéastes français, et même venant des cahiers, etc., Assayas a été un des premiers à dire tout le bien qu'il pensait de Michael Mann. Je pense qu'il le tient comme peut-être le plus grand cinéaste américain aussi de ces 40 dernières années. Donc, en même temps, quand il fait Demon Lover ou Boarding Gate, évidemment qu'il est sous influence de Mann. Le truc, c'est qu'à mon avis, dans la mesure où Michael Mann est un cinéaste à la fois profondément américain et en même temps qui traite d'une problématique totalement contemporaine. Donc quand on s'intéresse aux contemporains et qu'on s'intéresse à la question du capitalisme, des rapports économiques, de la transformation je sais pas, des flux urbanistiques, la façon dont l'espace a été changé, les zones de résistance, les rapports entre les hommes et les femmes, forcément on passe à un moment donné par Michael Mann puisque ça a été son objet, son sujet principal. Donc pour moi, ce qui me semblerait intéressant, ce serait plutôt de me dire est-ce qu'il y a eu des filiations productives entre Michael Mann et d'autres, et pour moi, à l'heure qu'il est, la réponse est plutôt non. Je pense que Michael Mann, c'est une œuvre pour l'instant qui est plutôt close. Je vois très bien comment est-ce que Michael Mann a eu une influence absolument colossale. Je dirais presque que pour moi les plus intéressants, c'est le rapport à l'Asie. Moi, je trouve que c'est entre Mann et l'Asie que c'est le plus intéressant. Parce que Mann a regardé beaucoup vers l'Asie à partir du début des années 2000, a vu ce qui se faisait là-bas. Il a sans doute pensé à juste titre que l'humeur contemporaine, la façon dont le cinéma montrait l'humeur contemporaine, c'est en Asie que ça se trouvait, et plus en Europe évidemment, et plus aux États-Unis. Et je pense que d'ailleurs le tropisme asiatique du cinéma de Michael Mann depuis le début des années 2000, mais d'ailleurs qu'on pourrait faire remonter au repas dans le resto japonais entre Russell Crowe et Al Pacino dans Révélation, qui passe par Gong Li dans Miami Vice et ses premiers sauts en Asie jusqu'à Black Hat, qui est quasiment un film asiatique. Hein. Et d'ailleurs, la seule séquence qui est montrée dans Black Hat aux États-Unis, c'est un essai de motel. Un peu miteux à Los Angeles. Je pense que le Mann a conscience de ça en réalité. Et donc ça serait plus vers l'Asie que moi j'irais chercher. C'est pour ça que Jazz Anke par exemple, c'est intéressant parce que Jazz Anke a priori tout est opposé à Michael Mann. Mais pourtant, quand il fait Touch of Sin ou autre, on voit bien que c'est quelqu'un qui lui est parti d'un super cinéma d'auteur, un peu radical, presque un peu austère. Et va peu à peu vers le cinéma de genre, alors que Mann, ça serait pas d'une certaine manière un peu l'inverse. Mais tous les deux, en fait, exactement comme Antonioni dans les années 60 ou d'autres, en fait, tentent de décrire les métamorphoses du monde actuel. L'un à travers le prisme des barrages, de la Chine que lui connaît, et Michael Mann au niveau du monde, parce qu'en fait, il est devenu de moins en moins américain, Michael Mann, même dans ses choix, dans les lieux de tournage, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est un vrai cinéaste de la mondialisation, on dirait aujourd'hui Michael Mann, que pour penser le monde, faut pas le penser depuis les États-Unis, indépendamment du soft power ou autre, ce qui fait que dans ces films, c'est intéressant de voir la façon dont
Miami Vice a été pour moi un film important pour ça. Ça a été la vitesse à laquelle on pouvait se déplacer d'un endroit à un autre du globe. Et on voyait que Michael Mann nous racontait quelque chose là qui était important. C'est-à-dire que ça faisait plus du tout événement d'une certaine manière. Le fait d'aller un plan on est à Genève, le plan suivant contrairement à un James Bond par exemple, parce que c'est vrai que c'est des événements qu'on pouvait retrouver dans les James Bond précédemment. Oui bien sûr, mais même des Bonds ont été marqués par Mann. Oui, les derniers, oui, c'est bien sûr. Oui. Je pense que Michael Mann a inventé une espèce d'esthétique, on pourrait dire qu'il serait une esthétique à la fois du surf. Pour moi, c'est vraiment le terme, c'est vraiment l'esthétique du surf, une forme d'élégance aussi. Cette idée qu'on peut avoir des gens aussi dans le cadre avec des costards et qu'on pouvait faire quelque chose avec. Et c'est vrai que les silhouettes de Pacino, De Niro, Val Kilmer et toute la bande dans Heat, faut pas oublier combien à l'époque on n'avait pas vu des braqueurs ou des gangsters en costard depuis des lustres. Ils étaient tous en baggy, en t-shirt, etc. Michael Mann est aussi un cinéaste de l'élégance. C'est que c'est quelqu'un qui est, quand on va dans son bureau à Los Angeles, qui est assez frappant, c'est le goût et l'élégance des lieux. C'est-à-dire des tableaux, s'il y a je sais pas moi, une reproduction d'une Ferrari de l'époque, tout est hyper, vraiment c'est quelqu'un qui est attaché au style, mais dans tous les sens du terme. C'est toujours le truc le plus élégant. Et Pacino et De Niro dans Heat, d'un seul coup on s'est dit, bah tiens, on peut retrouver cette forme d'élégance-là au cinéma, qui va aussi avec une forme d'élégance de la mise en scène ou autre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a Bond naturellement. Bond qui est le personnage de Bond ne pouvait être que avant d'être touché par Michael Mann. Et c'est quelque chose qui a aussi frappé même Tom Cruise dans Collateral. Lorsqu'il arrive en costume comme ça gris, on a un sentiment qui vient presque d'un autre âge. Et je pense que même la dimension vestimentaire chez Mann elle est absolument capitale parce qu'elle raconte ça. Il n'y a pas chez Michael Mann des personnages qui flatteraient la world culture merdique. Il n'y a jamais ça. C'est extrêmement intéressant. Et même Pacino dans Heat, quand il va voir le type qui est censé lui donner des infos sur la voiture, etc., on voit la façon dont Pacino se comporte avec lui. Il ne sait pas de faire copain. Il n'y a aucune séduction, pour le coup, de Michael Mann pour cette espèce d'univers un peu contemporain qui serait entre le R&B, la publicité, MTV, TikTok, enfin des espèces de trucs, la laideur du capitalisme ou de culturel ou du mainstream. Il n'y a jamais ça chez Michael Mann. C'est parfait pour conclure. Merci Jean-Baptiste Torret. Alors je rappelle, merci à tous les deux. Toujours un plaisir. Tu reviendras bientôt de toute façon puisque ton prochain film sur Michael Cimino doit sortir au mois de janvier. 19 janvier 2022. Donc bien évidemment on refera une émission. T'as plutôt intérêt. On va encore t'emprisonner à venir ici. J'ai plus le choix. Je rappelle donc ton livre sur Michael Mann, Mirage du contemporain, est sorti chez Flammarion le 22 septembre. Donc il est disponible à peu près partout, y compris par exemple à la librairie Le Fayeur qui était partenaire de la rencontre qu'on a fait tout à l'heure à Rennes, pour tous ceux qui nous écoutent. Et Julia, sa libraire, nous a bien signalé que le livre de Torret battait le dernier livre de Depardieu. Voilà, c'est bien de le répéter aussi. Torret bat Depardieu. Merci Jean-Baptiste Torret d'être encore une fois venu dans cette émission. Merci Antonin d'avoir participé. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B ou la retrouver sur différents sur TikTok, réseaux, sur TikTok, voilà, ou sur la chaîne YouTube qu'Antonin a créé dernièrement. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Des bisous. And you know you need a bolt cutter and every other goddamn thing. Because everything with you is seeing, isn't it? Your primary sensory intake that makes your dream live is seeing. Reflections, mirrors, images. You've seen these films. Haven't you, my man?